Yo, bah écoutez, j'espère que vous allez aussi bien que possible dans ce monde aliénant. Comme promis, suite à ma dernière vidéo là sur le terme libertaire, dans la petite séquence finale, je vous propose un nouveau format pour parler en quelques mots des bouquins que j'utilise pour me tenir compagnie dans la série L'Analphabet. Pour ce premier épisode, on va aborder 6 livres et je vais essayer d'être assez succinct. Premier livre qui m'a mis une vraie claque quand je l'ai lu pour la première fois, c'est L'Anarchie d'Élisée Reclus. Petit résumé que je vous lis, c'est la 4e de couverture, pas de grande surprise. Vous-même, n'êtes-vous pas, sinon anarchiste, du moins fortement nuancé d'anarchisme? Qui de vous, dans son âme et conscience, se dira le supérieur de son voisin et ne reconnaîtra pas en lui son frère et son égal? La morale, qui fut tant de fois proclamée ici en paroles, plus ou moins symboliques, deviendra certainement une réalité. Car nous, anarchistes, nous savons que cette morale de justice parfaite, de liberté et d'égalité, est bien la vraie, et nous la vivons de tout cœur, tandis que nos adversaires sont incertains. Ils ne sont pas sûrs d'avoir raison. Au fond, ils sont même convaincus d'être dans leur tort, et d'avance, ils nous livrent le monde. Dans ce texte, qui date de 1894 quand même, qui a été prononcé devant une loge maçonnique, alors là, les rageux vont rager, les complotistes vont extra-comploter, etc. Élisée Reclus, qui est géographe, en plus d'être anarchiste, nous énonce les grands principes, toujours actuels, de l'idéal anarchiste. Pour moi, c'était la première fois que je lisais un livre sur l'anarchisme, et d'une certaine manière, j'y ai trouvé, dans un style simple, captivant, une porte d'entrée vers un nouveau monde qui n'existait que vaguement dans mon esprit de l'époque. L'idée centrale, finalement, c'est de se dire que de tout temps, les humains ont su penser et agir collectivement sans avoir besoin d'un maître, d'un chef, en fait dans le respect mutuel, tout simplement. Parce qu'il y a toujours eu aussi des autorités injustes, finalement, il y a toujours eu des graines d'anarchistes et d'anarchisme. C'est pas mal, non? Le deuxième livre, La morale anarchiste de Kropotkin, est un peu du même acabit. Pareil, petit résumé. Après Stirner, Proudhon et Bakounine, Pierre Kropotkin poursuit le grand rêve libertaire. Ce prince russe, devenu géographe de renom, se fait le généalogiste d'une morale anarchiste qui dénonce les fausses morales imposées depuis des lustres par le prêtre, le juge, le gouvernant. Avec La morale anarchiste, 1889, livre virulent et raisonné, il montre que seul l'instinct d'entraide est le dépositaire des valeurs humaines à construire. Pareil que pour le livre de Reclus, c'est un livre qui est court, qui est facile à lire, peut-être un peu moins, et qui donne les bases historiques, philosophiques et éthiques d'un anarchisme où le commun, où le collectif est la clé. La morale de Kropotkin, finalement, c'est celle qui cherche l'accomplissement de tous, de toute l'humanité, pas de quelques nantis sur des bases économiques, politiques, sociales, religieuses. On pourrait résumer son idée centrale par cette maxime: traite les autres comme tu aimerais à être traité par eux, dans des circonstances analogues. Ou encore dit autrement, le bonheur de chacun est intimement lié au bonheur de tous ceux qui l'entourent. Pour le coup, personnellement, j'ai lu ce livre beaucoup plus tard que L'Anarchie de Reclus, et après avoir bouquiné pas mal de livres sur l'anarchisme, donc il m'a fait moins d'effet que celui de Reclus, on va dire une bonne pichenette plutôt qu'une claque, mais néanmoins, je vous le conseille parce qu'il reste une valeur sûre pour faire ses premiers pas dans la zone anarchie, et comprendre la base, que ce n'est ni le bordel, ni le chaos, ni quoi que ce soit de négatif pour qui que ce soit. Troisième livre, on va changer de décor. La BD Le Cri du Peuple est une jolie œuvre en 4 volumes qui sont sortis entre 2001 et 2004, signée Tardy, Jacques Tardy. C'est l'adaptation graphique d'un roman de Jean Vautrin qui est sorti en 98. Petit résumé. Hommage passionné à la Commune de Paris, le roman de Jean Vautrin est adapté de manière magistrale en bande dessinée. L'écriture lyrique et gouailleuse de l'écrivain est restituée avec fidélité par Tardy, et le travail de mise en page traduit à la perfection le souffle du texte original de Vautrin. Un mariage parfait entre littérature et bande dessinée. Alors je vous l'avoue, j'ai lu que le tome 1,
mais il m'a mis directement dans l'ambiance. Paris, 1870, un meurtre et une enquête, les soldats qui envahissent la butte pour récupérer, ou plus exactement pour voler les canons à la garde nationale, qui réagit. En gros, c'est la commune de Paris qui débute, et dans l'histoire, s'entremêlent la petite histoire, la grande histoire, les inconnus, les illustres vaincus comme Louise Michel, Jules Vallès. Tout se mélange et vraiment c'est jouissif. C'est vrai que même la restitution de la gouaille titi parisienne de ces années, vraiment c'est incroyable. Si vous aimez lire des BD, je pense que celle-là elle est incontournable. Et celle que je vais vous présenter juste après est assez sympa aussi. La BD Wonder nous emmène à peu près 100 ans plus tard, au moment des événements, comme on dit, quand on ne veut pas politiser les choses, plutôt qu'on veut dépolitiser les choses. Donc en 1968 en France. C'est une histoire qui est signée François Bégodeau avec Élodie Durand au dessin. Petit résumé. En mai 68, Renée, une jeune ouvrière de l'usine de piles Wonder, est emportée malgré elle par le flux de la grève générale. Au gré des rencontres et des événements, elle va gagner son émancipation. Étudiants et ouvriers, unis contre le patronat, c'est la collision de deux mondes, qui vont s'entrechoquer. Rebaptisés Wonder par des étudiants bourgeois, Renée va vivre avec eux, découvrir leur système de pensée, la joute verbale, la culture, la politique, et comprendre qu'elle vit un moment clé. Elle a pu entrevoir un univers foisonnant, où tout est à réinventer. Les lignes peuvent bouger. Alors ce qui est marrant, c'est le point de départ de cette BD. Il est assez original. En fait, Bégodeau a revu des images d'archives d'une femme de l'usine Wonder, et pareil, sa gouaille, son accent, sa rage, lui ont donné envie d'imaginer un peu plus loin l'histoire de cette femme. L'histoire dans la BD débute au tout début de la grève chez Wonder et dure un petit mois, durant lequel notre héroïne va rencontrer Foucault, Angela Davis, ou plutôt leur sosie, on ne sait pas trop. Alors ce qui peut être dommage, c'est qu'on s'éloigne assez vite de la réalité matérielle du travail en usine dans les années 60 et du travail féminin en usine. C'est un peu dommage, mais il y a quelques belles trouvailles dans l'histoire. Et voilà, ça se termine sur cette fameuse scène qu'on connaît tous, enfin, qu'on a peut-être déjà vue à la télé. Et j'ai d'ailleurs bien aimé aussi l'utilisation de la couleur dans la BD. Numéro 5, avant-dernière, c'est la seule que j'ai pas vraiment lue. Donc Critique du libéralisme libertaire de Kluskar m'a intrigué le jour où je l'ai vu dans un stand à cause de son titre et donc je l'ai acheté. À l'époque je devais avoir 20 ans, je connaissais de l'anarchie que le premier livre dont on a parlé aujourd'hui, hein, l'anarchie de Reclus. Et aujourd'hui encore, j'ai toujours pas succombé au charme, si je puis dire, de Kluskar. Alors, petit résumé, je l'ai un peu raccourci mais il est long. Dès l'après mai 68, Michel Kluskar prévoit, décode et décrit le parcours qui mène inexorablement de Cohn-Bendit à Le Pen. Il dévoile ce que les idéologues doivent occulter. Mai 68, contre-révolution libérale, cheval de Troie du libéralisme libertaire. Il fallait un nouveau marché, celui du désir, une nouvelle société, celle de la confusion de la liberté et de la libéralisation, un double profit, celui du permissif pour le consommateur et du répressif sur le producteur, pour sauver le capitalisme en crise radicale. Mai 68 aura fait la promo du plan Marshall comme celui-ci a fait la promo du rêve américain. Critique du libéralisme libertaire est une somme philosophique. Michel Kluskar rappelle les fondements de la Révolution française établis par Rousseau et Kant, l'engendrement réciproque de la conscience et de la connaissance. Il montre que le néo-kantisme, Sartre, Lévi-Strauss, Foucault, Barthès, Lacan, etc., est la récupération insidieuse de cette philosophie, le détournement qui s'accomplit avec le libéralisme libertaire. Nietzsche et Heidegger s'avèrent les héritiers naturels de cette destruction de la raison dialectique. Alors, je préfère le préciser tout de suite, si je trouvais intéressant de positionner ce livre en évidence lors de ma vidéo sur les termes libéral, libertaire, libertarien, au vu de son titre, j'ai l'impression, pour avoir quand même lu et vu quelques petits trucs sur ce livre, que je suis en désaccord avec l'utilisation que fait Kluskar du terme libertaire. Alors, si bien sûr le libéral est bien celui qui veut étendre la logique et le pouvoir des marchés à l'infini, le libertaire n'est pas un individu qui serait contre toute loi et contre toute norme. Ça, pour moi, ce serait plutôt le libertarien.
Le libertaire, il rejette la coercition, il rejette la hiérarchie, mais il rejette pas la norme ou la loi à partir du moment où ces normes et ces lois sont décidées collectivement et garantissent l'égalité, vectrice de liberté. Ainsi, s'il y a peut-être eu dans la marche historique des moments où le libéralisme et le libertarisme ont pu se côtoyer, peut-être mai 68, c'est quand même une goutte d'eau dans l'océan historique, et il me semble abusif de condamner dans le même sac celui qui dérégule la finance, qui abaisse les droits des travailleurs, et celui qui se bat pour que les droits des travailleurs, des minorités, les droits à l'avortement, les droits des femmes soient enfin reconnus. Peut-être qu'on devrait, pour aller dans le sens de Kluskar, évoquer un cours de l'histoire libéral-libertin? Je sais pas. Si des fans de Kluskar passent par là, j'imagine qu'ils auront des choses à redire à ça. Voilà, les coms sont faits pour ça. Alors enfin, dernier livre de cet épisode, DBZ numéro 1, donc DBZ pour des bouquins zélés. Action directe, autonomie, autogestion de Carlos Taibo, dont j'ai un peu parlé dans l'une de mes vidéos. Petit résumé. La lutte sociale, oui, mais pour être efficace, il faut savoir d'où l'on vient et où l'on va. Ces derniers temps, beaucoup ont mis et mettent en œuvre l'action directe, l'autonomie et l'autogestion. La deuxième partie du XXe siècle et le début de ce siècle a en effet vu dans les mouvements sociaux une résurgence des pratiques de type anarchiste mais spontanées et éparses. Des indignados espagnols à la place Sant'Agma à Athènes, du Occupy nord-américain aux nuits debout du printemps 2016, pour quelques exemples. Cet ouvrage n'est pas un livre d'histoire, ni même une présentation objective de l'anarchisme, c'est plutôt un rappel des faits, des débats et des positions libertaires, de l'État à la lutte des classes, du féminisme à l'écologie, pour que ces mouvements aillent plus loin. Car en effet, privé de la base, pas moyen de se mettre debout. Ce livre, pour moi, c'est une excellente synthèse pour celles qui se poseraient des questions sur les continuités de la pensée libertaire aujourd'hui et comment elle a su s'enrichir au fur et à mesure des années, des combats militants, mais aussi des travaux sociologiques, économiques, voire écologiques qui ont émergé tout au long du XXe siècle. Voilà, commencer par Reclus, finir avec ce livre de Taibo, je trouve que même historiquement parlant, c'est assez intéressant. J'espère que ce petit contenu, qui finalement va pas être si court que ça, vous a plu. A très vite les compas. Check.